parc Astérix. Puy du Fou. Beauval. Disneyland Paris. Le zoo de Beauval. Un parc de loisirs, c'est un endroit où on peut aller avec sa famille, ses proches ou ses amis pour faire différentes activités culturelles ou amusantes. Un parc de loisirs, ce serait plutôt un parc où il n'y a pas vraiment d'attraction, plutôt de la mise en scène ou même qui tourne autour d'un thème. Les parcs de loisirs sont des espaces qui déploient leurs activités en plein air ou en intérieur, fournissant des activités culturelles, de loisirs et de divertissement. Sur un territoire étendu, ces parcs, qu'ils soient d'attractions, thématiques, scientifiques, aquatiques ou encore animaliers, se regroupent de plus en plus en parcs multifonctions pour devenir polyvalents. Ils sont souvent constitutifs d'un domaine plus vaste comprenant des hébergements en hôtellerie, des commerces ou bien d'autres activités de loisirs. Je me rends dans un parc de loisirs avec mes amis et ma famille. Avec mes proches, mes amis. Avec femme et enfants. C'est une activité familiale qui non simplement est comme les autres, mais qui en plus est marquante. Un parc d'attractions, à la différence d'un parc de loisirs, c'est un endroit où on y va essentiellement pour s'amuser et pour vivre des sensations fortes, notamment avec les roller coasters. Là, du coup, ce serait un peu plus un parc avec des attractions. Les parcs d'attractions offrent la possibilité de se divertir en participant à tout un tas d'activités qui peuvent prendre la forme d'une représentation d'un manège ou bien de jeux divers et variés. Ils peuvent parfois nécessiter un budget très important. L'attraction coûte très cher, mais une fois que vous êtes entré, ça ne coûte plus rien. Tout ce qu'il faut avoir payé au départ 50, 60, 70 euros, ça dépend du type de parc. Et c'est toujours plus grand. L'idée, c'est que ce qu'on vous propose, c'est une véritable sortie de la vie quotidienne. Pendant une grosse journée, vous êtes complètement dans une bulle, quoi. C'est comme un monde parallèle. Certains parcs français ont acquis une plus grande notoriété et sont généralement ceux qui attirent le plus. Par Disneyland, je suis pas sûr que, et peut-être le Puy du Fou, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient un rayonnement national ou européen. On distingue 4 parcs de loisirs qui dominent sur le marché. Disney, qui compte près de 9,84 millions de visiteurs en 2018. Le Puy du Fou, avec 2 220 000 visiteurs en moyenne en 2016. Astérix, lui, compte 2,4 millions en 2019. Et enfin, le Futuroscope, avec 1,8 million en 2019. Le grand parc avant Euro Disney dont on parlait, qui était un peu révolutionnaire, c'était le Futuroscope à côté de Poitiers. Le Futuroscope, parc à l'époque dédié à l'image. Aujourd'hui, ça paraît finalement peut-être un peu dépassé, le virtuel, les 3D, mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire parce qu'on n'avait jamais vu ça ailleurs. Le parc d'attractions est devenu une activité commune. C'est-à-dire que c'est rentré dans les mœurs, quoi. Dans le livre, je dis que je crois qu'il y a moins de 10% de Français qui ne sont jamais allés dans un parc d'attractions. C'est devenu quelque chose de tout à fait commun. Aujourd'hui, le marché français des parcs de loisirs est porté par la hausse des dépenses des ménages. Même si le pouvoir d'achat n'est pas toujours très élevé parmi nos contemporains, les gens sont quand même prêts globalement à investir de l'argent là-dedans parce qu'ils pensent qu'ils en tireront quelque chose d'un petit peu hors du commun. Donc je pense que ça touche un public quand même assez large. En comptant la collation et les souvenirs, je dirais que je dépense 50 € dans le parc. Je dirais entre 100 et 300 euros. Non, j'ai pas de budget particulier, juste le prix de la place et puis si jamais pour un petit souvenir vite fait ou à manger. Ces chiffres sont aujourd'hui remis en question face à la crise sanitaire qui a fortement impacté le marché en 2020. On a quand même l'impression que suite à ce qu'on a subi, suite aux épisodes de confinement, le premier était plus radical que le deuxième, mais il y a une demande de plaisir, il y a une demande, on veut décompresser, on veut prendre l'air tout simplement. Face à cette crise sanitaire de 2020, les parcs de loisirs continuent d'innover et de mettre en place des moyens pour attirer et fidéliser leur clientèle. Les parcs animaliers tentent de développer de nouvelles espèces afin d'accroître leur nombre d'entrées et ainsi fidéliser leur clientèle. Les parcs d'attractions, eux, usent d'innovation en proposant sans cesse de nouvelles attractions qui favorisent les flux de clientèle dans ces espaces. Quand on regarde les parcs tels qu'ils sont autour de chez nous, ils ont une politique, c'est pour ne pas vieillir, ils se renouvellent régulièrement. Ils proposent régulièrement de nouvelles attractions. Prenez Euro Disney, régulièrement ils annoncent
l'arrivée d'une nouvelle attraction. Les gens qui y sont déjà allés, ils y retourneront grâce à ça. Donc ils sont tous obligés, pour ne pas paraître des parcs trop vieillissants, ils sont tous obligés de se renouveler. L'idée, c'est de faire entrer dans l'esprit des gens que, quand même, venir à Disney, c'est une expérience qu'il faut avoir fait au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois dans sa vie. Afin d'innover, les parcs proposent aussi très souvent de nombreuses activités, comme Astérix ou Disney, qui s'adaptent au fil des saisons avec Halloween ou Noël. D'autres techniques permettent d'attirer et de fidéliser la clientèle. Le pass coupe-fil, mis en place pour limiter les files d'attente, accéder au spectacle ainsi qu'aux attractions, ou encore les produits dérivés à l'effigie des parcs qui permettent, eux, d'ancrer un lien fort dans l'esprit du consommateur, comme les peluches ou les magnettes disponibles dans les boutiques de parcs de loisirs. Nous pouvons citer plusieurs autres moyens de fidéliser et d'attirer, comme l'utilisation d'une application mobile pour se repérer dans les parcs et connaître le temps d'attente des différentes attractions, ou encore des newsletters personnalisés. Les parcs de loisirs sont également présents sur les différentes chaînes de télévision pour promouvoir leurs offres et ainsi attirer une plus large clientèle. Nausicaa vous invite à plonger en mer inconnue. Votre séjour Parc plus Hôtel jusqu'à moins 30%. Parc Astérix! Disney fait de la pub constamment à la télévision, les gens voient quand même. Les gens en parlent, il y a du bouche à oreille. Beaucoup de critères font que l'on choisit de se rendre dans un parc de loisirs. Parmi eux, le prix, la réputation, les labels ou encore la possibilité d'obtenir des remises commerciales de dernière minute. Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent un parc plutôt qu'un autre? C'est sa réputation. C'est la réputation et le plaisir qu'ils espèrent en tirer. Ils sont prêts à investir de l'argent là-dessus. Donc je pense pas que ce soit un obstacle, je pense même pas... Peut-être même que si c'est cher, ça donne davantage l'impression qu'on va y vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je me rends 2 à 3 fois par an dans un parc de loisirs. De 1 à 2 fois par an. 2-3 fois par an. Une fois par an, pendant les vacances de préférence. Très rarement, personnellement. Je recherche dans un parc de loisirs, c'est plutôt qu'il soit connu, parce que je vais peut-être avoir plus confiance et faire plus d'attractions. Je recherche aussi un parc qui est approximativement proche de chez moi. Je recherche également un parc avec des nouvelles attractions, des nouveautés fréquemment. Quand on a les enfants, faire plaisir aux enfants surtout. Tout d'abord, le thème du parc, les attractions, sûrement les sensations fortes, si c'est vraiment un parc à sensations fortes ou si c'est plus pour la famille. Afin d'obtenir plus d'informations sur les habitudes de consommation des personnes détenant un pass annuel, nous avons interrogé Sarah Sanson, étudiante détentrice d'un pass annuel à Disneyland Paris. Elle nous explique son expérience. Chez Disney, il y a 4 types de passes. Donc il y a les deux premiers, donc Discovery et Plus, qui sont pas très avantageux au privé. Et ensuite il y a le Magic Plus que nous on possède. Et il y a le Infinity qui est vraiment un peu plus cher. Et donc nous on a pris le Magic Plus car on a vraiment c'était celui-là qui était plus adapté financièrement et qui était aussi bien niveau avantage. Pour l'instant on y va une fois par mois, donc depuis le mois d'août. Et là on y retourne le 1 et 2 janvier. Donc on a accès au parc 315 jours sur 365 jours. Voilà, on a le parking gratuit qui est normalement à 30 €, on a moins 10% dans les boutiques, dans les restaurants. On a aussi accès à des événements que Disney propose. On a des réductions pour les billets de nos parents, donc à moitié prix. On a pas d'autre, on a aussi des réductions pour les hôtels, donc c'est vraiment très avantageux d'avoir le pass annuel. C'est le but d'avoir le pass annuel. Si on n'aurait pas le pass, on ne viendrait jamais, on ne profiterait pas autant. Et puis au moins comme ça peut aussi profiter de notre famille. Non, on ne consomme pas autant que ça. Des fois on ramène des souvenirs à notre famille, mais sans plus quoi. Bien sûr, on paye que 20 € par mois pour vraiment y aller une fois par mois. On essaie d'y aller au moins une fois par mois. Et c'est toujours bien aussi niveau financièrement parce que une place ici ça coûte genre presque 100 € une journée pour les deux parcs. Donc c'est toujours avantageux de l'avoir. Ça on ne sait pas, ça sera selon ce que décide Disneyland au moment des 30 ans. Quoi. Ça sera à ce moment-là qu'on saura si on continue ou pas à prendre le pass annuel. Non, parce qu'on
loin du truc à Disney, la magie et tout, que quand on va dans notre parc, on est un peu plus déçu. Donc c'est vrai que je préfère largement la Disneyland que dans un autre parc, c'est pas le même niveau attraction. Dans certains cas, les consommateurs choisissent leur destination de vacances en fonction de la localisation d'un parc de loisirs qu'ils souhaitent visiter. Le placement d'un parc de loisirs il peut influencer ma destination de vacances parce que moi l'année dernière j'ai voulu aller au Puy du Fou et j'ai aussi grâce à ça visité la Vendée. Oui, tout à fait. Par exemple, moi je suis parti en Espagne notamment parce que pour aller au parc d'attractions PortAventura. C'est arrivé pour le zoo de la Palmière, Okay. qui est dans une région touristique l'été, donc on fait le package. Ouais, j'irai pas en parc d'attraction ou parc de loisirs en étant en vacances, à part si vraiment il y a un parc connu dans les alentours. Et vous, pensez-vous que l'emplacement d'un parc de loisirs peut influencer votre destination de vacances ?